Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un de mes films préférés, mais surtout de ses liens avec l'histoire de l'art. Le Dracula de Coppola, sorti en 1992. Pendant plusieurs années, j'ai été très attaché à ce film, entre autres pour son univers gothique qui répondait à merveille à mes préoccupations d'ado torturé. Hello there. Mais par la suite, pour des raisons bien plus précises. D'abord pour son utilisation majoritaire d'effets spéciaux mécaniques plutôt que numériques, lui donnant une texture bien plus intemporelle et moins périssable que pas mal de films de l'époque, mais aussi pour les collaborateurs et collaboratrices qui ont contribué à ce petit bijou, comme Wojtek Kilar à la musique ou Eiko Ishioka au costume, et j'en passe. Et enfin, c'est une découverte bien plus récente qui m'a fait éclater le cerveau. Lors du visionnage du making-of du film, j'ai découvert que avant d'avoir produit le storyboard officiel, il en a fait une première version, composée uniquement d'œuvres plus ou moins célèbres de l'histoire de l'art, allant du XIVe siècle jusqu'au début du XXe, et j'ai trouvé ça dingue. Donc en plus d'être une claque visuelle, ce film est blindé de références à l'histoire de l'art, ajoutant des niveaux de lecture à un chef-d'œuvre déjà bien complet. Et même si je suis loin d'être le premier à m'être attaqué à ce sujet, d'ailleurs je vous mettrai d'autres références en description, j'avais bien trop envie d'ajouter ma mini petite pierre à l'édifice en vous proposant un décryptage. Donc sans plus attendre, voici 9 hommages à l'histoire de l'art dissimulés dans le Dracula de Francis Ford Coppola. Après un voyage épique, le jeune notaire Jonathan Harker arrive au château de Dracula pour mener à bien un projet IMO. Elle est un peu étrange cette grue en forme de main, vous trouvez pas ? Le château du comte fait référence à La Voix du silence, une série du tchèque František Kupka, réalisée entre 1900 et 1903, inspirée elle-même par un poème d'Edgar Allan Poe, l'histoire d'un pèlerin errant dans un paysage lugubre dominé par un colosse à tête de sphinx siégeant sur un trône et défiant le ciel. Un premier écho hyper subtil à ce qui attend notre protagoniste. Une fois arrivé à destination, il a à peine le temps de s'installer qu'on le retrouve en compagnie du comte Dracula. John savoure un repas bien mérité pendant que le comte contemple le sien. En arrière-plan, on aperçoit un portrait du jeune Dracula reprenant le célèbre autoportrait de l'allemand Albrecht Dürer réalisé au XVIe siècle, s'étant lui-même représenté sous les traits du Christ. 3 immortels réunis en un blasphème. Le soleil fera une brève apparition dans le film, le temps de nous présenter la belle Mina, future Madame Harker. D'un côté, elle est perdue dans ses correspondances avec son tendre John, tout en étudiant des ouvrages un peu moins chrétiens. Son amie Lucie la surprend, nous permettant d'apercevoir une toile de Félicien Rops, La mort au bal masqué, illustrant un puissant stéréotype dans l'histoire de l'art, la jeune femme et la mort. Au 19e, les deux fusionnent, faisant des femmes des porteuses de vertu, mais surtout de vices. En ce qui concerne Lucie, Coppola s'est inspiré du mouvement pré-raphaélite et de leur plus célèbre muse, la fascinante Elisabeth Sidal, épouse du peintre Gabriel Dante Rossetti. La pâleur des tombeaux et la rousseur des feux de l'enfer et de la luxure. On la retrouve un peu plus tard sous l'emprise de Dracula lors d'une errance nocturne vêtue d'une cape de soie, probablement inspirée d'Athénaïs, une toile de l'anglais John William Godward. Mais la tentation, c'est pas nécessairement le propre des femmes. On retrouve John prisonnier du comte essayant de trouver un peu de repos sur un lit en apparence tranquille, avant de faire connaissance avec les 3 concubines du vampire. Coppola prend ici quelques libertés en associant ces vampires au mythe des Gorgones, 3 sœurs au regard pétrifiant dont la plus connue Méduse et ses cheveux de serpent. Mais Dracula ne partage pas ses repas et elles seront congédiées encore imbriquées, rendant hommage à cette gravure de la Divine Comédie illustrée par Gustave Doré au XIXe siècle où l'on voit Dante et le poète Virgile au premier cercle de l'enfer, devant Arachné symbolisant l'orgueil. Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, c'est en compagnie du professeur Van Helsing que John Harker et les prétendants de Lucie partent à la chasse aux vampires dans l'abbaye de Carfax, faisant écho aux ruines du peintre romantique Caspar David Friedrich. Après une course-poursuite de l'Angleterre jusqu'aux Carpates, le film se termine sur un retour aux sources avec Dracula habillé d'une tunique dorée au motif inspiré par le baiser de Gustav Klimt, lui permettant d'inverser les rôles de ce célèbre tableau de la sécession viennoise pour une dernière étreinte hémoglobino-romantique. En vrai, je pourrais continuer un certain temps à décrypter les hommages faits par Coppola à l'histoire de l'art dans ce petit chef-d'œuvre,
mais je pense que ça fait déjà pas mal de choses à digérer. Si vous voulez en savoir plus, dites-le moi en commentaire et je me ferai un malin plaisir de revisionner une petite dizaine de fois ce film. En attendant, vous pouvez retrouver d'autres descriptions de films sur Insta et TikTok. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager, de recommencer si ça vous a plu. Et moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!